Le décryptage de l'actualité sportive sur votre chaîne préférée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Rendez-vous Sport. La Team Sport déjà présente sur ce plateau. Bertrand Brun, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir cher public sportif. Igor Tobi, bonsoir. Modeste, bonsoir. Brun, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, sans plus tarder, Mesdames, Messieurs, voici le tout premier panel de cette émission. On commence par le tournoi UFOA B U15 pour parler cette fois-ci du parcours des représentants du Bénin. C'est de l'autre côté du Burkina Faso, bien sûr. Il s'agit des U15 pour le compte de ce tournoi qui sont sacrés champions de cette édition. Ça porte déjà à 3 Bertrand Brun pour en tout cas cette pépite au niveau du football béninois. Oui, c'est le moment de saluer les efforts que font notre chef de la République du Bénin, notre président, et celui du ministre, je veux nommer Benoît Dato, et l'ensemble des directions qui mènent ces efforts-là pour pouvoir faire sentir sur le plan de l'Afrique de l'Ouest que quelque chose se fait au Bénin, sur le plan sportif, dès la base. Avoir les participations, les 4 récentes participations, oui. Celui de 2022, de 2023 et surtout de cette année, de 2025, oui. Nous sommes sur le toit africain concernant une belle préparation de la pépinière du football sur le plan ouest africain. Et c'est l'effort, c'est le moment de saluer le travail que fait ces cadres-là derrière ces jeunes joueurs. Mais in fine, après tous ces titres qu'on a eu à rafler, oui. Depuis près de 4 ans, qu'est-ce qui se fait à la suite? C'est là le véritable problème. Quel est le travail qui se fait avec ces jeunes-là jusqu'à ce qu'ils atteignent nos championnats et pourquoi pas l'équipe nationale? Depuis 2022, j'ai essayé de faire une petite lecture avec les joueurs qu'on a eu, les joueurs de Saint-Hérita qu'on a eu en 2022, vous vous voulez bien. Nous n'avons pas plus que 2 qui sont actuellement dans le championnat. Et tous ces joueurs aujourd'hui sont laissés pour compte. C'est le meilleur moment pour le ministre et pour l'OPSU, oui. Et bien sûr pour la fédération de faire le suivi de ces jeunes-là pour que nous puissions compter sur eux. Et pour les U17, les U20 et pourquoi pas les seniors. Les seniors. Alors, Igor, avoir la prestation de ces guépards, Bertrand évoquait tout à l'heure que leur première participation déjà en 2022 et en 2023, toutes ces 2 participations sont soldées par leur sacle. Mais qu'est-ce que ces joueurs sont devenus? Est-ce qu'on peut déjà parler de cette édition qui vient de terminer, que la relève en ce qui concerne le football béninois est assurée? Oui, si on s'étable sur le résultat qu'on a là, on peut l'affirmer, mais je vais appuyer ce que Bertrand vient de dire. Qu'est-ce qui est fait par la suite? Vous parlez là du suivi qu'on donne à ces jeunes-là. On ne comprend pas que dans cette catégorie d'âge, le Bénin est souvent meilleur. Mais après, qu'est-ce qui est fait à la suite? Et nous avons nos sélections juniors et seniors qui sont en train de souffrir, qui ne nous honorent pas, qui n'alignent pas suffisamment de bons résultats. Ça veut dire qu'il y a un problème de suivi qui est là. Il ne sert à rien de former des jeunes et puis de les laisser pour compte après. Si on a ces résultats, il faut faire un suivi rigoureux pour que cette pépinière puisse gravir en échelon et nous faire honneur dans les sélections et plus majeur, c'est ce que je voudrais ajouter. Bien sûr, regarde la liste que Kenor a publiée dernièrement. Nous n'avons que 2 joueurs locaux dedans. Or, nous avons une pépinière qui est en train de se préparer depuis 2022. Donc 3 ans déjà. Donc 3 ans déjà. Il faut vraiment... Donc quelque part, alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vraiment, c'est le moment de faire ce suivi-là. Au moins, parmi même les joueurs I15 qu'on a eu à voir jouer en 2022, surtout les joueurs de Saint-Hérita là, au moins nous, s'il y avait un suivi, nous pouvons avoir une continuité, nous pouvons avoir, pourquoi pas, une dizaine de joueurs dans cet effectif-là qui vraiment a montré de belles choses en 2022.
Et bien sûr, cette génération-là que nous venons de voir, Oui. qui ont mouillé le maillot, qui ont vraiment donné tout ce qu'ils ont à cette finale-là, si on les laisse, c'est que c'est une génération perdue de plus. Et là, je peux dire que c'est une fuite en avance par rapport à notre organisation. Sinon, tout est fait. Vous avez depuis le 6, l'organisation des Jeux universitaires qui se déroulent du côté de Savalo. Il y aura des talents aussi qui seront détectés. Absolument. Qu'est-ce qui est fait à la suite? Ça ne sert à rien de faire, d'organiser tout ça là et qu'au finish, les joueurs sont laissés pour compte. Nous voulons voir notre pépinière évoluer. C'est vrai, est-ce que avec la chronologie, avec ce qui se fait aujourd'hui sur le plan footballistique, est-ce qu'il y a un suivi depuis les U15, les U17, les U20? Est-ce qu'il y a une chronologie? Est-ce que tous les coachs sont associés? Nous avons vu Mathias Tegueno à la tête des sélections U17 qui a fait une belle prestation. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que les joueurs là, après l'UFOA, est-ce qu'ils sont laissés pour compte? C'est vrai, ils sont qualifiés aujourd'hui pour la CAN scolaire. Oui. Et ils vont jouer, ils vont revenir. Bon, je suis très convaincu et très optimiste qu'ils vont faire encore une belle prestation là-bas. Mais après, c'est la suite qui m'intéresse. Et la suite devrait nous intéresser surtout quand on voit d'autres pépites nous émerveiller. Il s'agit de ce jeune joueur-là, Noureni, le buteur sur coup franc direct, je vais évoquer lors de la finale face à cette équipe du Niger. Quand Betkan mettait l'accent sur le suivi qu'on fait des joueurs et tout ça là. Est-ce que il ne faudrait pas suivre ce jeune joueur, j'allais dire, de près pour que et puisse gravir les échelons de U17 jusqu'au niveau des seniors, parce que nous constatons très bien que cet exercice manque cruellement au niveau de notre équipe senior. Marquer des coups francs comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, ça prouve vraiment que sur le plan local, il y a du talent. Et quand on prend nos sélections supérieures, c'est-à-dire les juniors et puis la sélection nationale. Oui. On a vu ailleurs qu'on lance des joueurs de 15 ans. Des joueurs de 16 ans. Oui. Apprendre aux côtés des grands talents. Moi, je voudrais bien que ce petit qui a 15 ans maintenant, qu'on commence déjà pas l'essayer déjà avec la catégorie supérieure, c'est-à-dire la U17 ou tout au plus la U20, et l'observer. Comme ça, il va grandir, il va mûrir en termes d'expérience, et demain, dans 2 ans, 3 ans, on pourra bomber le torse, on pourra dire, on a eu en 2025 des jeunes qui dans leur catégorie d'âge, sur le plan régional, ont pu faire une très belle prestation. Après 3 ans, après 4 ans, voilà là où on en est. On peut miser sur... On a vu les Messi, les Cristiano Ronaldo, ils ont commencé tout bas. On a vu Messi déjà à l'âge de 17 ans, qu'on commençait pas à jouer aux côtés de Ronaldinho. Et Ronaldinho qui a aussi appris aux côtés de Didier Okocha au Paris Saint-Germain. Donc, Paris n'est pas construit en un seul jour. Donc, il faut commencer par mettre les petits qui, quand on sent en eux qu'ils ont la volonté, qu'ils ont le talent, il faut les suivre, il faut les mettre dans un bon cadre, les accompagner jusqu'à ce que dans 3 ans, 4 ans, qu'on puisse compter sur eux pour avoir une meilleure sélection. L'autre exemple, oui. Je voudrais aussi profiter de ce plateau pour inviter toutes les structures qui s'occupent du sport dans notre pays, notamment sur le plan scolaire et universitaire. Je veux nommer l'OBSU, qui a à sa tête M. Victor Laouin, qui fait de belles choses depuis sa prise à la tête de cette institution. Je veux aussi inviter la course UAC et aussi UP, qui se sont ajoutés aujourd'hui à l'OBSU pour l'organisation des championnats scolaires et universitaires, à vraiment définir une politique sportive qui encourage nos jeunes de la base jusqu'à l'insertion dans les clubs, que ce soit de la première division
et de la deuxième division masculine ou féminine. C'est très important de faire ce suivi-là pour que vraiment nous puissions vraiment révéler notre football sur le plan continental. Les pays qui ont émergé ont commencé comme ça. Les pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ont commencé comme ça. Et pourquoi pas nous? Nous avons commencé. Il faut vraiment le suivi. Sinon, avec ce groupe des Guépards du Bénin qui ont joué avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire, personne ne s'y attendait. Mais les jeunes ont pu faire sortir la tête de l'eau et vraiment ont rendu fier notre pays. Vraiment, merci beaucoup. Et quand on parle de ce tournoi UFOA-B, il ne s'agit pas seulement des jeunes garçons, il s'agit aussi des jeunes filles, nos jeunes Amazones qui ont aussi marqué de leur empreinte ce tournoi en décrochant cette médaille de bronze en occupant la troisième place, Bertrand. Bien sûr que oui, les deux formations que nous avons envoyées au Burkina Faso pour l'UFOA U15 ont vraiment montré que nous avons quelque chose à fendre. Et c'est vrai que c'est soldé sur des tirs au but, du côté masculin comme du côté féminin. Les Amazones ont démontré qu'ils ont vraiment quelque chose à vendre et malgré le score nul du jeu, ils ont pu décrocher leur troisième place en marquant les 5 tirs au but. C'est très important et cela dénote de la stabilité de l'équipe, du staff qui s'occupe de ces jeunes Amazones. Et vraiment, je leur tire chapeau et pourquoi pas, je veux bien les voir en train de discuter la CAN UFOA, U17 ou U20, les fois à venir pour vraiment combler un peu ou étoffer notre sélection qu'on a, qui peine à remporter des victoires. Nous avons vu leurs prestations la fois passée, bien sûr, on sait ce que ça apporte nouveau. Alors, Igor, cette prestation, c'est vrai, Bertrand a brossé un tout petit peu déjà, de nos Amazones, de nos jeunes Amazones, est-ce que ça confirme le travail qui se fait à la base, surtout pour le sport féminin au Bénin? Oui, nous l'avons déjà dit, il y a un travail qui se fait déjà. Sinon, on n'aurait pas ces résultats. Aujourd'hui, maintenant, après ça, qu'est-ce qui est fait? Ce qu'on a dit pour les garçons, si on le répète aussi pour les filles aussi. Il faut maintenant tracer un canevas et qu'on doit bien sûr, après cette étape, qu'est-ce qui suit? Dans quelles conditions on les met? Il ne faut pas, après cette compétition, laisser les enfants pour compte. Il faut les suivre et les maintenir dans un bon cadre pour que demain, on puisse compter sur ces sélections et de catégories d'âge qui sont en train de nous honorer aujourd'hui. Vous mettez là l'accent sur la préparation et préparation, là je fais déjà rapidement un grand pas sur la CAN pour parler de nos guépards qui se préparent aussi de leur côté parce que la CAN ça démarre très prochainement de l'autre côté du Maroc et le sélectionneur a dévoilé la semaine écoulée, je vais dire, une liste de 30 joueurs encore, et étant donné que la CAF exige 28 joueurs au maximum pour en tout cas cette compétition. J'aimerais bien savoir pourquoi encore retenir à cette étape de la compétition, à quelques jours de la compétition, pourquoi encore retenir 30 joueurs? 30 joueurs, vous savez que le Bénin n'est pas encore prêt. C'est pourquoi on n'a pas fait sortir les 30 joueurs. On a fait sortir une liste, Kenod a fait sortir une liste de 30 joueurs le 6 novembre passé pour la trêve de novembre, ce qui n'a pas du tout marché parce qu'il y avait des joueurs qu'il a convoqués, des joueurs de U19 par exemple, Junior et Philippe avec un troisième, qui n'a pas du tout marché, qui n'a même pas joué le match contre le Burkina Faso, qui nous a vraiment laminé là-bas. Donc, cette liste de 30 joueurs qu'il a fait sortir n'a pas marché. Et cette liste de 30 joueurs est marquée par surtout marquée par la présence de Felipe Santos,
qui n'a pas encore joué un seul match pour le Bénin, mais qui celui-ci est encore diminué et qui est blessé. On n'est pas sûr qu'il va vraiment jouer. Et aussi, ce n'est pas fini parce que la FIFA ou la CAF n'a pas encore donné l'homologation du néo-naturalisé Felipe Santos pour lui donner accès à ce qu'il soit vraiment un joueur béninois. Au cas où la CAF ne donne pas son OK, le go, ça veut dire qu'il ne fera pas partie des Guépards, ce sera un de moins. Et nous avons encore Azonton Ingbe qui a été convoqué pour pouvoir faire, pour la première fois, sûrement que le coach n'a pas encore fini ses derniers réglages, mais de toute façon, cette liste de 30 joueurs, de cette liste de 30 joueurs sera retenu 28 qui, ma foi, me dit que ce seraient les meilleurs, peut-être les meilleurs joueurs du Bénin pour affronter la RD Congo pour la première fois. Alors, pas pour la première fois. À la CAN. À la CAN, d'accord. Alors, et le Bénin qui continue de se préparer. Est-ce que nous allons parler de... Est-ce qu'on peut parler de l'impréparation? Parce que cette CAN, c'est depuis qu'on sait qu'on doit participer à une telle compétition et que jusqu'à l'étape actuelle où d'autres nations ont déjà fait sortir leur liste. C'est vrai, on est dans le temps, la CAF donne jusqu'au 10 ou 11 comme ça pour pouvoir faire sortir la liste officielle, pour pouvoir fournir la liste officielle. Donc le Bénin est encore dans le temps, mais est-ce que ça frise l'impréparation déjà? Bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler d'impréparation qui va nous ménager sa montée, dit-on. Ouais. Même la liste qui est là, c'est aussi une liste sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Combien de locaux on a sur cette liste? Ça veut dire que nos championnats, il n'y a pas de talent dans nos championnats. Combien de jeunes joueurs on a sur cette liste? Avec la liste qui est là, bon, espérons qu'il fasse une surprise là-bas comme d'habitude. Sinon, déjà la poule dans laquelle nous sommes, où il y a le RD Congo, qui est dans une très grande forme aujourd'hui, qui a éliminé deux grandes nations du football continental, à savoir le Nigeria et puis le Cameroun. Nous avons encore dans notre poule, nous avons le Sénégal qui, à chaque fois, nous a toujours éliminés, nous a toujours battus. Donc, moi, je n'espère rien de ce qui se fait là. Carrément. Sauf miracle, hein, sauf miracle. On peut compter comme d'habitude sur des matchs nuls et espérer la troisième place. Pour la dernière participation du Bénin, on ne sait avec pas. 3 matchs nuls. Mais quand même, match nul qui nous a quand même... Vous voyez ce Bénin tenu tête à cette équipe de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas, le ballon est rond pour tout le monde. Vous voyez cette équipe béninoise tenue tête à cette équipe sénégalaise. Même le Botswana qui compte sur ses joueurs locaux. Où un travail sérieux se fait. Ainsi. Quand le ballon n'est-il pas rond pour tout le monde? Le ballon est rond pour les deux équipes. Les deux équipes et c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Ouais. Nous pouvons parler de l'impréparation parce que, vous savez, nous sommes qualifiés déjà pour la CAN depuis près d'un mois avant qu'on ne joue ce match à Uyo au Nigeria. Parce que nous sommes aujourd'hui, le Bénin est aujourd'hui à 90 minutes de la Coupe du Monde. Les décisions devaient être prises depuis. Parce que le coach Kenor a un staff. Ce n'est pas à la veille ou à 2 semaines que vous êtes informé que nous avons 5 de nos joueurs qui seront privés du premier match, qui va commencer par courir pour chercher les tout bleus. Ce serait fait depuis. Mieux, j'attendais voir dans cette liste de 30 joueurs des joueurs locaux figurés, mais il n'y en a que 2. Tamino, à qui il a fait une dérogation spéciale à l'AS Someba pour pouvoir jouer. Et le second, et
c'est de l'impréparation parce que c'est comme si tout porte à croire que nous ne sommes pas prêts pour aller à la CAN. Avec cette équipe-là, je vois que nous sommes, avec cette équipe, avec cette sélection que je vois, le premier match, c'est comme si on part en victime expiatoire devant la RD Congo. Et c'est vrai que chaque fois que nous allons à la CAN, nous faisons forcément un effort. Et cette fois-ci, c'est mieux de chercher à peut-être, à moins de gagner les 3 points du premier match, faire un match nul et gagner forcément le match contre le Botswana, au moins rentrer avec les 3 points pour la première fois. Ce serait pour la première fois de l'histoire. Vous voyez nos guépards rentrer déjà. Je dis battre au moins. Le Botswana est rentré au moins avec 4. Non, pas rentrer. Ah d'accord. Et avoir 4 points. Ah, y avoir 4 points. À défaut d'être qualifiés, nous serons au moins parmi les meilleurs deuxièmes ou bien meilleurs troisièmes. Et continuer notre match vers les 8e et les quarts, pourquoi pas les demi. Je suis un peu optimiste. Et je compte sur... ça, c'est le Béninois qui parle. Ça, c'est le sang béninois qui parle. Mais la réalité est tout autre. Hein. Oui, mais je compte sur ce staff-là pour voir si... parce que le banc de tout ce qu'on a, a aujourd'hui une image à montrer au public sportif. Pourquoi vous êtes souvent laissé à la touche? Vous êtes venu maintenant là pour montrer ce que vous savez faire face à la RD Congo. Peut-être on se rend de dire ça et nous allons décrocher un match nul contre la RD. C'est possible, tout est possible. Et c'est pourquoi vous dites que le ballon est rond pour pourquoi pas. L'autre actualité de la CAN, bien sûr, ça concerne cette décision de la FIFA qui fait un peu grincer les dents. La FIFA qui retarde un tout petit peu la mise à disposition des joueurs, en tout cas les joueurs évoluant dans d'autres championnats que les leurs à disposition des nations, en tout cas pour qu'ils puissent préparer comme cela se doit, participer à la préparation de leurs équipes pour cette CAN-là. Et cette décision fait un peu grincer les dents. Qu'est-ce que vous voyez que la CAF peut faire dans ce cas afin de répondre tant soit peu aux demandes des fédérations? Bon, ça relance l'éternel débat des rapports de force. Quelle est, je ne sais pas, la force de la CAF au sein de l'instance mondiale qu'est la FIFA? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une compétition majeure qu'est la CAN, une des meilleures compétitions sur le plan mondial, soit organisée et puis on ne va pas autoriser à ce que les joueurs soient vite libérés pour pouvoir représenter leur nation. J'ai comme impression qu'on a tendance à minimiser cette compétition qui aujourd'hui, à part l'Euro, pour moi, vient bien avant d'autres compétitions continentales. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il va falloir que nos délégués, nos représentants au sein de cette instance mondiale puissent peut-être, je ne dirais pas taper du poing sur la table, puissent avoir les arguments nécessaires, les mots justes pour convaincre les représentants d'autres continents pour qu'on puisse avoir cette autorisation pour mettre à disposition à temps les joueurs pour représenter la sélection nationale. Alors, la FIFA qui prend cette décision, mais une décision un tout petit peu, une contrainte pour la FIFA aussi, parce que c'est à la demande des clubs. Oui, je vous lis la décision de la FIFA. Pour une compétition finale, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin de la semaine précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale en question et doivent être mises à disposition par l'association le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. Je vois que cette décision, c'est une injure
vous ne pouvez pas libérer les joueurs le 15. Le 15, le joueur va s'apprêter, prendre le vol et venir. Tout fatigué, récupérer tout cela. Récupérer. Et dans les 6 jours, là, il y a déjà une journée qui est déjà de moins. Oui. Donc, la seconde journée, peut-être intégrer l'équipe nationale et commencer par s'entraîner. Depuis que j'ai vu cette décision, je n'ai pas vu Motsepe donner le ton ou écrire un courrier à la FIFA pour fustiger cette note qu'on n'attendait pas du tout. Mieux, ça cause problème, même au niveau des coachs, des sélectionneurs nationaux des 24 pays qui veulent participer à cette CAN-là. Comment on peut préparer une CAN en 5 jours ou en 6 jours? Or, même si les clubs, c'est vrai que le Bénin n'a aucun joueur sur les 5 grands championnats. Donc pourquoi pas? Nous avons notre compatriote de... D'abord, il ne joue pas. Et Boutondi Andreas, c'est pas un joueur. Il est suspendu, il ne peut pas jouer le premier match. Voilà, mais donc, les autres matchs, oui. Ben oui, c'est pas plus criard que peut-être la RD Congo ou le Nigeria qui attend leur star venir. Qui ont pratiquement la majorité de l'effectif évoluant. C'est une injure. Je pense que le temps de Hayatou ne s'est pas passé comme ça. Hayatou a été ferme. Tout porte à croire que la CAN est une compétition continentale à minimiser. Et même si c'est la FIFA qui finance en partie la CAN, ce n'est pas ça. À cause des tournois des clubs, la CAN a été repoussée. Reportée. Et chaque fois, c'est la CAN. Or, c'est cette CAN-là qui leur permet aux 5 grands championnats de détecter des talents. Et pouvoir les convoquer, venir jouer. Et je vois que c'est un manque de respect, surtout à la Confédération africaine de football, à chaque pays qui est affilié à la CAF et à tous ces coachs-là qui sont venus vraiment pour faire un bon travail au niveau de chaque sélection nationale. Et il faut vraiment que cette fois-ci, Motsepe lève le ton pour pouvoir fustiger et dire non, un bon non. La FIFA fait tellement de promesses à la CAF qui ne respecte toujours pas, mais nous avons le devoir de montrer à la face du monde que oui, nous sommes africains, nous sommes fiers. Même si Motsepe ne lève pas le ton, je pense que déjà que nous avons des stars africains qui sont des stars africaines qui sont dans les grands championnats et qui peuvent vraiment hausser le ton et dire non, il faut que l'Afrique se respecte un jour. Parce que mais reste à savoir là où... Est-ce qu'on est autonome aussi? Il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. Est-ce qu'on est autonome? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire non, oser dire non à cette instance? Chaque confédération est autonome, n'est-ce pas? Oui, est-ce qu'on sait les rapports de force qui est en dessous? C'est là la grande question. Est-ce que la CAF peut voler de ses propres ailes? Si oui, alors ils peuvent dire non. Ils peuvent dire, nous, on exige que les joueurs soient libérés à telle date. Mais notre compétition. Maintenant, si vous n'êtes pas indépendant, si vous dépendez des autres, si vous devez prendre des décisions, il faut forcément consulter les gens. Là, vous ne pouvez pas taper du poing sur la table quand vous vous sentez brimé. Non, est-ce que la chose n'est pas un peu compliquée du moment où les joueurs dont il est question ici, ils sont sous contrat avec leur club respectif. Donc déjà, déjà, il y a un problème. La FIFA aussi, d'une manière ou d'une autre, on peut dire, a les mains liées avec ces clubs-là. Dans le même temps, il est dit que quand la sélection appelle un joueur dans un délai raisonnable, on doit libérer le joueur pour représenter sa nation. Donc, on dirait qu'il y a du deux poids, deux mesures quand il s'agit de la Confédération africaine de football. Le match qu'on avait joué au Nigeria face à Junior Naïta. Pourquoi pour finir avec ce sujet rapidement, n'a pas voulu libérer Junior Naïta?
c'est toujours le même problème. Il faut vraiment que ça cesse, que nous disons non et subir les conséquences après. C'est mieux qu'à chaque fois, c'est à la veille qu'on nous annonce que les joueurs doivent être libérés le 15. Or, regardez tout ce qui est derrière, les billets d'avion que les sélections doivent prendre, le programme de la préparation que chaque sélection nationale les matchs a fait. administratifs. Tout ce qui est là-bas, c'est parti à l'eau. Et ce n'est pas seulement les joueurs, c'est toute une organisation, c'est toute une fédération qui est mise à l'épreuve parce qu'il faut vraiment revoir encore le calendrier à nouveau. Et le coach doit revoir aussi son calendrier et tout. C'est même pas bon, c'est trop sale. Ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons qui se reproduise vraiment. Il faut vraiment que Motsepe dise non. On souhaite vivement que solution idoine soit trouvée pour que les fois à venir, même si on n'arrive pas à avoir gain de cause pour cette fois-ci, pour que les autres éditions à venir, nous puissions ne plus assister à ce genre de, en tout cas, de confronter à ce genre de difficultés. Et compter sur nos meilleurs talents. Voilà. Nous allons tout de suite passer au deuxième panel de cette émission. Il s'agit de sport au-delà du Bénin. Au-delà du Bénin, et nous commençons tout de suite avec la Premier League pour voir l'Arsenal qui tombe à Aston Villa et bien sûr City qui en profite. Mais tout de suite, je commence par l'Arsenal, Arsenal.com. Arsenal nous a fait un faux bond le week-end écoulé. Oui, c'est possible. Vous devez constater que souvent, c'est cette scène que Arsenal nous a habitués à voir. Parfois, il monte en puissance et vraiment, je ne sais pas si c'est sous le poids de la fatigue. Parce que le match là que j'ai suivi avec Aston Villa, il y a vraiment de l'intensité. Il y a vraiment de l'intensité du début jusqu'à la fin. Les joueurs de Aston Villa se sont vraiment déchaînés et ils sont vraiment sur le terrain. Ils sont venus vraiment sur le terrain pour en découdre avec le leader de la du Premier League. Et c'est vraiment à féliciter. Surtout en cette période, souvent en décembre et en janvier, il y a vraiment de l'intensité et c'est ça qui fait le championnat anglais. Alors, Igor, cette défaite, est-ce que c'est le faux pas qu'il ne faut pas du tout le faire pour Arsenal? Parce que derrière, on a vu comment ça a bougé au niveau du classement avec City qui vient en force, bien sûr. Oui, City revient en force. Il n'y a que 2 points d'écart maintenant entre les deux équipes. City et puis Arsenal. Oui. J'ai comme l'impression qu'il y a une malchance qui suit Arsenal. Parce que cette perte de petits points arrive souvent au moment où l'axe central est décimé. Le match de la dernière fois, il n'y avait pas Saliba, il n'y avait pas Gabriel. Souvent, au moins quand l'un est blessé, l'autre est là pour être là. Je ne sais pas, si les deux sont blessés, sûrement oui. Parce qu'on a eu dans l'AS 2 nouveaux joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être, qu'on n'a jamais vu associés. Maintenant, Arsenal nous a habitués à garder la tête, 6 points, 5 points d'écart, 8 points d'écart, et puis paf, ils perdent 1-2 matchs. Et City est revenu maintenant en forme, et City est au mieux de sa forme. City est en train d'aligner des victoires. Malgré l'absence de Rodri qu'on avait déploré, maintenant il y a Nico Gonzalez qui est repositionné et qui, pour moi, qui tient. Il y a Doku qui est revenu en forme, il y a le jeune talent anglais, comment il s'appelle, le jeune là. Mamouche. Non, le jeune talent anglais. Comment il s'appelle là, j'oublie son nom. Ça va venir? Qui est revenu aussi en forme. Il y a le français. Vous voulez parler de Saka? Non, qui joue à City. Oui, le jeune Dossa 37, je crois. Ça Qui est revenu aussi en forme, qui a marqué le deuxième but
sur le coup de foulard fait par Yakcheki. City est aujourd'hui en forme et puis malheureusement quand City revient, Arsenal commence avec ses problèmes. Le championnat est relancé, c'est ça qui fait la beauté du championnat anglais. On n'a pas encore commencé le Boxing Day. C'est surtout dans cette période que Arsenal a l'habitude de lâcher 2 points. Et déjà, il y a 2 points d'écart qui le séparent de City. Espérons que Arsenal tienne et qu'on ait un bon championnat. Oui, le joueur anglais dont vous parlez tout à l'heure, Phil Foden, n'est-ce pas? Phil Foden. Phil Foden. Voilà. Alors, un pied gauche magique. Un pied gauche magique. Alors, Bertrand, City qui revient en forme, disons, à quelques jours, bien, je ne vais pas dire quelques jours, parce que c'est il y a demain, que City affronte le Real. Mais on rappelle d'abord le score de City face à Sunderland, c'est 3-0. Est-ce que vous voyez Pep Guardiola et ses poulains aller à l'assaut des Merengues qui eux aussi ont quand même livré un match qu'il faut oublier très tôt face à Celta Vigo, qu'ils ont perdu 2-0 bien sûr. Donc est-ce que vous voyez ce City dompter les Merengues? Non, je ne vois pas City dompter les Merengues. Vous savez, la Liga est une autre compétition et le championnat anglais en est une autre. Et les deux se retrouvent en Champions League. Les deux se retrouvent en Champions League. Les deux sont forcément favoris. C'est un match vraiment qui sera ouvert malgré la présence d'une attaque de feu de Pep Guardiola. Real aussi compte sur ses forces et je ne vois pas tout de suite City gagner ce match-là parce que c'est Real aussi à l'examen qu'il faut pour pouvoir contrer les assauts de cette équipe de Pep Guardiola. C'est vrai, je ne sais pas si c'est confirmé que Kylian Mbappé ne sera pas de la partie. Même en absence de Kylian Mbappé ou que Xabi Alonso construit souvent tout le jeu autour de lui, je pense que Real aussi a les armes pour pouvoir contrer cette équipe. Et vraiment, le match là va trop vite et le club qui est plus présent et qui a pu réaliser ces contre-attaques sera vraiment parti. Vous restez optimiste par rapport à Real, ce Real qui est décimé pratiquement ces temps-ci par des blessures. Blessures surtout, je voudrais nommer en dernier en date de Eder Militao, qui ne sera pas dans la défense. Et déjà avec la probable présence de Kylian Mbappé, qui pourrait ne pas participer à cette rencontre-là. Est-ce que vous voyez ce Real tenir tête pourquoi vous avez l'intention que le Real perd? Oui, c'est vrai. Non, c'est par rapport au match qu'ils ont livré déjà le week-end écoulé. On ne voit pas le match passé pour pouvoir confirmer ce qui sera du match déjà, à venir. Le match passé confirme la forme actuelle du Real. Non, pas du tout. Je vais bien entendre. C'est deux différentes compétitions. Et Bertrand l'a dit, la Liga est différente de la Champions League. Voilà. Et puis la Première Ligue aussi est différente de la Champions League. Oui. Nous avons l'habitude de voir le Real. Autre Real en Champions League. Real en Champions League. Oui. Changer de visage, hausser son niveau de jeu. Surtout que cette fois-ci, ça se joue à Bernabéu. Si c'est en Champions League. Maintenant, il y a City en face. Il y a un grand City, tout femme, qui est en train d'écraser tout sur son chemin. Depuis que Guardiola a retrouvé sa meilleure forme, a retrouvé tous ses talents au point, on voit ce City qui est en train d'écraser tout. Maintenant, ce Real, je viens d'apprendre que Mbappé pourrait ne pas être de la partie. C'est vrai que Xavi a articulé son jeu autour de Kylian Mbappé. Tout le monde joue pour Mbappé et puis Mbappé est aussi en grande forme. Mais on a l'habitude de voir le Real sortir le grand jeu quand il s'agit de ces matchs, de ces grands rendez-vous. Donc, moi, je sais
j'espère et je sais qu'il y aura un très grand match demain entre City et puis Real Madrid. Il y a des atouts sur le banc. Mon gros problème avec Xavi, il n'a pas l'habitude de faire tourner au niveau de l'attaque. Il ne permet pas aux jeunes Gonzalo ou Edric, voire même Rodrigo sur le banc, d'avoir du temps de jeu pour pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Maintenant que Mbappé est blessé, je verrai bien quel classement il va ressortir. Il sera obligé maintenant de composer avec ceux qui sont pour lui indésirables. On attend de voir ce qui va se passer demain. Bien sûr, vous savez, les 5 derniers matchs que Real a joué avec City, City en a gagné 3, Real en a gagné 2. Et ça fait partie des statistiques que nous avons actuellement et rien ne confirme. Ce n'est pas parce que City a gagné les 3 derniers matchs qu'ils vont encore gagner. Ça peut être aussi revanche pour Real d'égaliser en termes de victoire. Et bien sûr, même malgré les blessures ou l'absence de certains cadres de Xavi Alonso, il est très important de rappeler que ce match se joue à domicile, sur les propres installations du Real de Madrid et qu'à tout moment... Avec toi, Femi. Le jeu, bien sûr, à tout moment, le jeu pouvait basculer, mais je pense que le match là est ouvert et l'attaque le plus prolifique remportera ce match. Et ça se paye cash si vous ne réalisez pas les occasions que vous trouvez c'est comme une classico pour Xavi, parce qu'il n'a jamais encore joué de Champions League avec Manchester City. Encore que ce match serait un match décisif pour l'entraîneur du Real. Avec des infos. Parce que Zidane l'a fait. Zidane l'a fait, Carlo l'a fait, et c'est à son tour. Et il doit trouver la formule pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est l'heure maintenant de positionner Bellingham à un 10 ou peut-être lui donner le contrôle du jeu au milieu et donner la chance aussi à Rodrigo de pouvoir bouger un peu et de montrer aussi ses performances. Parce qu'il a joué la saison passée, nous l'avons vu, nous avons vu sa puissance. Ce City est prenable. Et pourquoi pas aussi au jeune Adagouleur, qui quand même n'est pas mal quand il rentre dans le jeu pour le Real. Bien sûr, qui est un bon finisseur et qui est un bon créateur. Un bon créateur qui donne les dernières passes pour pouvoir buter. Ada est un joueur très jeune et qui a de l'avenir devant lui. Je crois aussi que l'absence de Kylian Mbappé va permettre à Vinicius ou s'il aligne Rodrigo aussi de pouvoir utiliser les espaces. Parce que on connaît Mbappé. Mbappé, ça présente déjà. C'est comme Cristiano Ronaldo, il vous force la main presque. Quand il fait des appels, vous devez lui placer le ballon. Donc, son absence va permettre aux 2 ailiers que nous avons vus avant son arrivée, ils pourront tenir l'attaque madrilène et réaliser un très grand match le mercredi. On espère bien un très match du Real. Déjà, c'est ce mercredi, bien sûr, face au City qui se déplace, bien sûr, vers Madrid. Nous allons continuer pour finir avec, en tout cas, ce dernier sujet de cette émission. Il s'agit bien sûr de cette actualité liée à la Coupe du Monde, où on connaît désormais chaque groupe, la constitution de chaque groupe. Nous, ici, nous allons commencer par parler de chaque groupe, les forces et faiblesses de chaque équipe, en tout cas le palmarès de chaque équipe présent en tout cas pour cette compétition. Déjà, on commence par le groupe A. Le groupe A ici qui regroupe Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et puis le vainqueur du barrage entre Danemark, Macédoine du Nord, la République tchèque et puis la République d'Irlande. Déjà, on commence par la toute première équipe qui est l'équipe de Mexique. Mexique, est-ce que cette équipe dans ce groupe? Oui, le Mexique, c'est une grande nation de football. Et ils sont habitués à cette messe intercontinentale qu'est la Coupe du Monde. Ils sont à leur
17e participation à une Coupe du Monde. Ils ont fait 2 fois les quarts de finale, en 70 et puis en 86, les années où ils ont organisé chez eux la compétition. Maintenant qu'ils sont aussi co-organisateurs, j'espère qu'ils feront aussi une très belle Coupe du Monde. Donc c'est une équipe sur qui il faut compter. Ils sont aussi 7 fois demi-finalistes, et non, 7 fois 8e finaliste. Donc c'est une équipe qui est habituée à cette compétition et ils présentent souvent un jeu très vif et très agressif, et un jeu qui est tourné vers l'avant. Ils circulent très bien le ballon, ils ont des joueurs pour garder le ballon et puis ils mettent une pression énorme sur les équipes adverses. Donc on peut compter sur cette équipe mexicaine. Alors, Mexique qui va jouer, bien sûr, à part les 17 participations. Si on compte cette participation de 2026, ça va faire 18e participation. Alors, Bertrand, dans cette, en tout cas, cette poule de domestiques que nous avons, l'Afrique du Sud, dont on connaît un représentant du continent, on connaît le parcours, ils ont évolué avec les Guépards ici. Quelles sont déjà les chances de cette équipe dans ce groupe-là? Déjà l'historique de leur participation et aussi ce qui peut éventuellement leur causer problème. Je pense que l'Afrique du Sud a toutes les chances de faire sortir la tête de l'eau dans ce groupe-là. À part la Mexique qui est un habitué du tournoi mondial et la Corée du Sud, je pense que l'Afrique du Sud est à sa 4e participation. Et ils ont les équipes africaines qui émergent récemment dans ces joutes continentales me donnent aujourd'hui l'assurance que c'est vrai, nous ne sommes pas trop répondants. L'Afrique du Sud n'est pas trop répondant dans cette tournoi. Ils ont les atouts. Si ce n'est que la Mexique qui va leur causer du problème avec la Corée du Sud qui est à sa 12e participation, nous avons toutes les chances parce que le ballon est rond pour tout le monde et toutes les équipes. C'est vrai qu'ils ne sont pas favoris, mais ils ont la chance de faire sortir la tête de l'eau. Pourquoi pas sortir 2e de ce groupe A. Sinon, l'autre difficulté de cette équipe sud-africaine, c'est que pour les 3 précédentes participations au premier tour, malgré que pour l'édition de 2010, c'était à domicile et ils se sont fait éliminer déjà au niveau des phases de poule. Est-ce que cette équipe de l'Afrique du Sud va nous montrer autre visage en face de ces équipes? Je pense que cette équipe sud-africaine peut faire quelque chose. Cette équipe mexicaine, c'est vrai, est un habitué, de même que l'équipe de la Corée du Sud. Mais l'Afrique du Sud a toutes ses cartes à jouer. Et ils peuvent facilement disputer la 2e place à l'une de ces 2 équipes-là. D'accord. Alors, et l'autre équipe qu'on va forcément devoir attendre pour parler de cette équipe, c'est le vainqueur du barrage qui aura lieu entre Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque et puis République d'Islande. On va passer au groupe B affiché là, qui regroupe Canada, Qatar, Suisse et puis le vainqueur qui serait entre l'Italie, Irlande du Nord, cette fois-ci Pays de Galles, et Bosnie-Herzégovine. Déjà, Canada pour leur participation, Bertrand, à cette compétition. Fait 3 participations pour la Coupe du Monde. Dans le groupe B, je pense qu'il y a la Suisse qui est là aussi, qui peut faire une très bonne prestation, qui est une équipe très solide et qui est en train d'évoluer ces derniers temps, surtout au niveau de leur défense et au niveau de l'attaque. Ils ont construit une belle équipe et qui peuvent toutefois faire la surprise pour cette Coupe du Monde. À part le Canada, la Suisse, nous avons
la Bosnie, Herzégovine, je pense. Hein. Nous avons d'abord le Qatar. Le Qatar d'abord, le Qatar qui a sa deuxième participation. Le Qatar qui a sa deuxième participation, qui a depuis 2 ans, un championnat qui est un peu relevé ou qui peut faire aussi la surprise. Et à la lecture de cette groupe B, nous avons seulement peut-être le Canada ou la Suisse qui peut faire sortir de cette poule. Mais attention, la surprise peut venir aussi du Qatar. Mais quand vous vous basez uniquement sur... Il reste aussi l'équipe qui va sortir. Voilà, parce que là-bas, nous avons l'Italie, et puis le pays de Galles. Nous avons aussi l'autre. Pour les deux, là, on peut compter sur... Moi, je compte sur l'Italie qui va sortir son épingle du jeu. Et là, ça peut relever un peu dans cette poule. Le lot ici. Oui, bon, mais je ne vois pas Canada en train de faire grand-chose. Hein. À part Alphonso Davies et puis deux autres joueurs qu'ils ont. C'est vrai, ils sont pays co-organisateurs, mais moi, je mise plus sur la Suisse, qui a vraiment une très belle équipe et qui est aussi une équipe habituée à cette compétition aussi. Donc, ils sont souvent aussi quart de finalistes. Ils ont été 3 fois quart de finalistes. Donc, c'est une équipe sur laquelle on peut compter. Si l'Italie s'ajoute encore à cette poule-là, ça veut dire qu'il y aura du lourd. On finit rapidement. L'Italie, je veux juste placer l'Italie aujourd'hui a une équipe vieillissante et depuis près de 4 ans, ce n'est plus l'Italie de Fabio Carabano qui faisait une très belle prestation et c'est la raison pour laquelle ils sont peut-être partis jouer des barrages. Et l'équipe d'Italie doit être vraiment toilettée et oublier les anciennes, les stars ou les vieux qui sont là et qui refusent de partir. Est-ce que c'est les vieux qui refusent de partir? Ce serait une grande surprise de jouer une Coupe du Monde sans l'Italie, qui fait partie des équipes qui ont gagné plus la Coupe du Monde. Ils ont gagné 4 Coupes du Monde, ce n'est pas à n'importe qui. Donc, moi, je mise sur l'Italie pour rejoindre ce groupe-là. Alors, fin de cette émission, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, bien sûr, pour un autre numéro. D'ici là, restez cochés sur votre chaîne préférée d'N Télévision et nous vous disons au revoir. Au revoir.